Allez, c'est parti. Eh ben, bienvenue à tous sur ce salon e-marketing 2022. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, les gens. D'habitude, on fait des webinaires maintenant. Donc ça fait plaisir de vous voir, en vrai, avec de la chair et de l'os. Aujourd'hui, je vais vous parler de refonte, et plus précisément de refonte d'un point de vue SEO. Donc déjà, très rapidement, pour me présenter, je m'appelle Alban Renard, je suis le responsable du pôle d'expertise chez Cybercité. Pour ceux qui ne connaissent pas Cybercité, on existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, comme Google. Agence de web marketing spécialisée dans l'acquisition d'audience et l'optimisation de la conversion et du business de nos clients. Donc on est situé à Lyon et on a également des agences en France, à Rennes, à Nantes, à Chambéry et à Nice. Et j'en ai oublié une à Paris. Au niveau des expertises dont je vous parlais, donc moi je m'occupe de toutes nos expertises avec une spécialisation plus forte sur le SEO, mais nos métiers nous portent à établir des stratégies sur le SEO, sur le SIA, le trafic payant, l'acquisition média digitale, et également le content marketing, et sur la brique plus conversion, la partie data analytics, mesure d'audience, optimisation de la conversion et des parcours clients. On a également une cellule R&D qui nous permet d'avoir des outils à nous, comme Data Garden par exemple, dont je vais parler à plusieurs reprises. Ça ne va pas être une conférence exclusivement commerciale, je vous rassure. Donc voilà, la R&D qui nous pousse à pousser un peu nos limites sur la partie outils. Au niveau de nos clients, quelques références. On est beaucoup sur la montagne, beaucoup sur le e-commerce, beaucoup sur le B2B, mais au final, là, c'est 360 en termes de secteur d'activité. Donc on a pas mal de retours d'expérience et un des objectifs principaux de cette conf aujourd'hui, c'est vraiment de vous les partager et de vous donner un petit peu de visibilité sur la manière dont ça se passe en réel, en production chez nous. Alors déjà, je vais vous poser une petite question, vous n'êtes pas obligé de répondre et ça sera la seule question, après j'arrête de vous embêter. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont candidats au changement et au succès, qui ont envie ou un projet de refonte ou de création de site? Est-ce qu'il y en a là, vite fait? Tricheur, c'est pas vrai. Il y en a quelques-uns là-bas. Ok. Alors, bon, je vous fais un petit spoiler sur la manière dont ça va se passer. Eh ben, ça ne va pas se passer comme vous l'avez prévu. Voilà. Je suis désolé, je suis obligé de vous le dire dès maintenant. Si vous ne me croyez pas, c'est pas grave, on peut en discuter après. Et si vous voulez, on en débriefe dès maintenant, ou en tout cas après la conf, ou alors on en débriefe l'année prochaine au salon e-marketing 2023. Pourquoi ça ne va pas se passer comme prévu? Parce que en fait, la refonte, c'est un moment vraiment critique pour les organisations et pour les sites web en général, pour les écosystèmes digitaux. Et qui dit moment de transformation, dit que la transformation peut se passer, dans le meilleur des cas, la chrysalide qui éclot et le papillon, ou alors la pomme qui pourrit. Je suis très imagé comme garçon, vous allez voir. Donc, ça veut dire que pour Google, parce qu'on va parler beaucoup de Google aujourd'hui, j'anticipe sur la question et les autres moteurs. Aujourd'hui, je vous réponds, on s'en fiche un peu, mais disons que la plupart des cas, on travaille sur Google. Donc, ce qui se passe, c'est que Google, il connaît votre site. Il a l'habitude de parser ses pages, de les indexer, de leur attribuer des critères de positionnement. Et la refonte, c'est tout simplement une modification de cette connaissance. Vous arrivez avec voir Google, et puis vous lui dites, voilà, j'ai changé de style, pour le meilleur ou pour le pire, est-ce que tu es capable de me reconnaître? Et tout l'enjeu de la refonte, c'est de faire en sorte que Google soit à même de vous reconnaître, et de conserver finalement l'existant. Donc, après, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de refonte. Il y a des tonnes et des tonnes de possibilités. Les plus communes qu'on retrouve sont celles-ci. Ça peut être de la refonte purement cosmétique. Vous allez changer un logo, une couleur, une charte graphique, des choses comme ça. Ça peut être une arbo que vous voulez moderniser ou rationaliser. Ça peut être des fonctionnalités que vous voulez ajouter ou supprimer. Les deux cas les plus critiques, alors tous ces cas-là peuvent avoir des impacts sur le SEO. Mais les deux les plus critiques finalement sont d'une part ceux sur lesquels on fait un changement complet de système et d'architecture, CMS ou framework ou peu importe, et du coup par conséquent notamment quand on change les URL. Donc dès qu'on va toucher aux adresses de vos pages, aux URL, on va potentiellement rentrer en danger puisque c'est vraiment là-dessus que tout se base finalement. Donc déjà, autant se le dire tout de suite, le principal objectif que vous allez avoir en refondant votre site ou vos sites, ça va être de maintenir un existant. Alors je sais que quand on fait une refonte, quand on lance un projet de refonte, on se dit que c'est la zone de tous les possibles, qu'on veut mieux performer, qu'on veut avoir de meilleurs résultats. Ça cristallise plein de choses dans les boîtes avec tous les services qui potentiellement peuvent être impliqués, on va en reparler.
Sauf que dans la réalité des choses, déjà, si on arrive à maintenir, croyez-moi, par expérience, c'est déjà une belle réussite. Donc, on a, en tant que SEO, l'objectif de vous guider pour atteindre cet objectif en priorité. On parle beaucoup de refonte aujourd'hui. L'intitulé de la conf, c'est refonte et création de site. Je fais un petit aparté sur la création de site pour vous dire que c'est la même chose, en fait, avec la difficulté supplémentaire que vous partez de rien. Donc j'aime bien la métaphore du jardinier. Quand vous, je suis en plein dedans, là je suis en train de planter mes carottes. Quand vous plantez un arbre, si vous l'arrosez trop, potentiellement, vous pouvez dégrader sa croissance. Sur les sites web, c'est un petit peu pareil. On veut souvent aller très vite, trop vite, et résultat, potentiellement, on va apporter de la pourriture sur la belle petite pousse, et du coup avoir des résultats qui ne sont pas aussi bons que ce qu'on aurait voulu. Donc la création de site, le processus de contrôle SEO est le même que la refonte, avec la particularité que vous n'avez pas d'existant à maintenir, donc on est sur un objectif différent qui est d'arriver à sortir un site qui soit le plus propre possible. Et vous allez voir que les mécanismes et les leviers sont sensiblement les mêmes. Alors aujourd'hui, on va essayer d'être assez pratico-pratique autant que possible. Je vais vous présenter 5 actions, ou en tout cas 5 groupes d'actions prioritaires, qui sont évidemment des actions, j'ai ma casquette d'agence SEO aujourd'hui, donc forcément c'est des éléments sur lesquels on peut vous accompagner, mais il y a pas mal de takeaways, comme on dit, j'ai beaucoup d'anglicisme aussi, sur lesquels normalement vous pouvez agir vous aussi. Vous allez voir qu'il y a pas mal de moments où je vais vous dire que vous avez du boulot. Donc SEO héroïste en priorité, c'est-à-dire des actions qui peuvent réellement avoir un impact, qui soit positif ou négatif, positif si on les respecte, négatif si on ne les respecte pas. La première action que je vais vous présenter, c'est une démarche de cartographie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très peu quand on rencontre des décideurs qui sont en phase de création d'un projet de refonte ou de création de site. Notamment de refonte, c'est cette cartographie de l'existant. Qu'est-ce qu'on a réellement aujourd'hui en SEO avant même d'engager le process? Alors, il y a 2 actions de cartographie principales, voire 3. La première, c'est la cartographie déjà du site. Ça peut paraître bête, mais déjà, se dire qu'on va visualiser le site tel que Google le visualise en utilisant des outils qui sont ce qu'on appelle des crawlers, qui vont faire le même job que Google, parser les différentes pages des sites. Donc là, c'est toute une liste d'outils qui sont plus ou moins chers, plus ou moins gratuits dans certains cas, que vous pouvez utiliser pour faire ça. Moi, je vous recommande pour débuter Screaming Frog, qui est un outil super pratique, et qui permet déjà de faire pas mal de choses. Quand vous crawlez un site, vous allez finalement faire la même chose que Google, lister des URL et lister des caractéristiques SEO qui sont associées à ces URL. Donc ça va vous donner une liste. Alors, attention, c'est un petit peu barbare, c'est peut-être le truc le plus technique que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on va rester quand même soft, j'espère. L'objectif, c'est tout simplement de faire cette liste et de se dire, OK, quelle est la part dans mon site d'URL qui font partie de la catégorie page produit, de la catégorie page magasin, de la catégorie page de catégorie. Voilà, toute cette connaissance-là, déjà, ça va vous permettre d'avoir les grands volumes et les grandes répartitions au sein de votre site, donc de savoir déjà de quoi on parle. Par ce biais-là, vous pouvez potentiellement déjà détecter des problématiques techniques, des questions de duplication de contenu, des URL qui sont générées en masse ou des choses comme ça, et ça vous donne les grands volumes. Cette catégorisation, là, l'outil pour ceux qui sont les plus techniques, si ça vous intéresse, SEO Tools for Excel, un super tool pour faire de l'expression régulière et automatiser ce process. Quand vous avez un site de plus petite taille, vous pouvez faire ça à la main, c'est pas très long non plus. Si vous connaissez bien votre site déjà, ça vous permet de le faire un petit peu à la main. Mais c'est vraiment super important d'avoir cette connaissance-là. Et la deuxième connaissance qui est super importante, c'est celle de vos flux d'audience, et notamment vos flux d'audience SEO. Donc en gros, comment mon trafic arrive sur mon site. Donc le premier élément, c'est de connaître son audience globale. Combien de visites j'ai sur mon site, combien de visiteurs en général. Je mets de côté pour aujourd'hui, vous m'excuserez, la RGPD, les 30% de déperdition que vous pouvez avoir potentiellement, mais bon, après ça c'est un tableau en croix. En tout cas, audience globale du site, parmi laquelle vous avez une audience SEO, donc une audience qu'on appelle organique dans Google Analytics, et qui va être liée généralement à une combinaison entre un mot-clé, positionné grâce à une URL, à une position donnée sur Google. Cette combinaison de 3 éléments vous donne de l'audience sur les différentes pages. Au sein de cette audience, vous allez encore subdiviser ça et vous apercevoir qu'il y a toute une partie de ce trafic SEO qui est du trafic de marque.
les gens qui recherchent votre marque. On va dire que dans la plupart des cas, sauf exception, c'est quand même du trafic qui est acquis, à moins que vous ayez plusieurs marques ou des marques qui soient en concurrence les unes avec d'autres, type Aviva Cuisine, Aviva Assurance. Potentiellement, ça peut apporter de la dégradation. Mais dans l'ensemble, c'est un trafic qui vous est plus ou moins acquis et qui va se développer en fonction de votre notoriété et des actions de notoriété que vous allez mettre en place et sur lesquelles on a moins d'actions d'un point de vue SEO. Et puis, in fine, vous avez cette part de trafic hors marque qui est vraiment notre cœur de cible à nous, SEO, c'est-à-dire le levier principal sur lequel on va essayer d'agir et d'avoir un impact pour vous apporter de l'audience incrémentale et utile. Et cette audience incrémentale et utile, il y en a une partie qui va transformer, qui va convertir, qui va amener du lead, qui va amener de la vente. Et cette partie jaune, celle-là, on va l'optimiser finalement plutôt avec les optimisations d'entonnoir de conversion ou de qu'est-ce qui se passe sur votre site une fois qu'on a acquis le trafic. Donc ces flux-là, vous devez les connaître en fait. Avant même de penser à la refonte, vous devez connaître votre audience et comment elle arrive sur votre site et sur quel type de page elle arrive. Une application de tout ça, et la manière de faire tout ça, on verra l'application après, c'est par l'analyse de la donnée. Et la data, ça peut faire peur parce qu'on entend souvent parler de big data, ça devient vite un peu technique. Mais au final, quand on parle de référencement naturel, donc de SEO, il y a 4 grands groupes de données finalement que vous allez être en mesure d'utiliser. Il n'y en a pas 50. Il y a des données qui viennent d'outils tiers ou d'outils du marché qui vous donnent des notions de positionnement. Voilà, quelles sont les positions de votre site, sur quels mots-clés. Ça, vous pouvez l'avoir avec nos outils Data Garden, Moment Promo, mais vous pouvez également l'avoir avec des outils comme SEMrush ou SEOlizer, ou pas SEOlizer, SEO Observer, pardon, qui vous donnent ce type d'informations. Vous allez avoir des données qui viennent de chez Google, Analytics ou la Google Search Console, l'outil pour Webmaster. Et puis après, vous allez avoir d'autres types de données, comme les données de crawler dont j'ai parlé juste avant, les données techniques de votre site, et des données qui viennent de l'extérieur, donc données off-page, les liens qui pointent vers votre site. On en reparlera un peu plus tard. Et en fait, ces 4 jeux de données, qui en soi ne sont pas très complexes, il n'y a finalement que 2 clés de réconciliation à utiliser pour les matcher les unes avec les autres. C'est soit le mot-clé, la requête, qui est faite par l'internaute, soit l'URL, donc la page de votre site. Donc, pour parler plus concrètement, je vous prends un exemple. On prend une URL sur un site donné qui est une page qui parle de sport, de produits de sport, et l'audience qu'on a analysée nous amène du trafic du coup sur 3 mots-clés principaux. Il y a un mot-clé qui est lié à un produit qui est lié au football, un au basket, un au rugby. Donc en gros, maillot de foot, maillot de basket, maillot de rugby. 3 mots-clés sur lesquels vous avez des positions qui vous amènent de l'audience. Donc on va estimer, grâce aux outils que nous propose Google et aux estimations de volume de recherche, combien de fois, en moyenne, un mot-clé est recherché sur Google. C'est de l'estimation, c'est du chiffre qui vient de Google, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais c'est tout ce qu'on a en SEO, donc il faut faire avec. On a la position du site, de votre site, de cette URL, pour chacun des mots-clés. Et en face de ça, on a des données qui viennent soit de la Google Search Console, soit d'études marché, sur les taux de clics. C'est-à-dire, si je suis premier, combien de clics je récupère en moyenne sur mon secteur d'activité, sur ma thématique, sur cet ensemble de mots-clés, sachant que c'est des données que vous avez également au niveau de votre site dans la Google Search Console. Donc vous pouvez le faire de manière plus affinée au niveau de quel est le taux de clic de mon URL, quel est le taux de clic de ce mot-clé pour mon site. Donc vous pouvez affiner. Ça veut dire que, in fine, quand vous croisez ces 2 jeux de données qui ne sont pas très très complexes, vous pouvez vous dire que votre URL qui a des positions sur 3 mots-clés différents, 80% de cette audience, elle est portée par le mot-clé maillot de foot, par exemple. Ça vous donne des volumes. Alors évidemment, là je ne l'ai fait que pour une URL, mais il faut l'imaginer en global sur l'intégralité de votre site, catégorisé ou non au niveau des URL, pour vous dire que l'analyse de votre audience, ça peut aller assez loin. Par contre, attention, on est sur de la tendance, on n'est pas sur de la data exacte, précise, exhaustive, mais ça, j'ai envie de vous dire qu'avec la RGPD, vous devez commencer à être habitué. Et aujourd'hui, quand on parle d'analyse d'audience, de toute façon, on est sur de la modélisation. Tous les outils de Google se basent sur de la modélisation. Ça veut dire, je connais une partie de mon audience, je connais les caractéristiques de cette audience et je les applique à tout le reste que je ne connais pas. Le consent mode de Google, ça fonctionne comme ça, grosso modo. Donc, encore une fois, c'est un tableau en croix. Donc, cette connaissance-là, ça va vous permettre d'avoir des applications comme, par exemple, tiens, il y a des mises à la ligne qui ne se font pas très bien, comment on va construire son arborescence, quelles décisions on va prendre pour créer une arborescence qui soit en adéquation avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, avec les rayons qu'on veut pousser plus spécifiquement, avec les contenus sur lesquels on va avoir vraiment des enjeux. Donc tout ça, c'est un job qui doit être fait en amont.
Donc ça veut dire que nous, on reçoit des gens qui viennent nous solliciter pour faire de l'accompagnement SEO et qui arrivent avec leur arborescence validée sans avoir du tout fait ces étapes-là. Donc on ne sait pas vraiment sur quoi ils se basent dans ces cas-là. Ils se basent sur principalement leurs besoins ou leur parti pris ou leur connaissance à eux qui peut potentiellement être trompeur puisqu'ils n'ont pas forcément analysé les données. Donc je vous donne un exemple concret, encore une fois. Client qu'on a eu qui nous a demandé pendant sa refonte de... donc c'était un site de recettes de cuisine qui voulait enlever tous les conseils pratiques et les redispatcher dans ses fiches recettes. Toute une partie de l'arborescence qui devait disparaître avec le nouveau site et être redispatchée dans des pages existantes. Donc, voilà, comme ça, avec une grosse croix. Ce que ça donne qu'on perd des pages, donc on diminue la volumétrie totale du site, et en plus, du coup, ça veut dire qu'on diminue le nombre de liens internes qui pointent vers les pages qui restent. Nous, ce qu'on fait dans ces analyses de data, c'est que du coup, on fait le job de cartographie que je vous présentais juste avant, et on met ça en rapport avec le trafic réel qu'on a sur Analytics, et on peut leur dire, l'audience que vous mettez en danger par cette action est de l'ordre de X%, en l'occurrence c'était 19, X% du trafic organique d'aujourd'hui. Donc après, c'est un parti pris. Soit on l'assume et on se dit, ok, on prend le risque, c'est pas du trafic super important, même si ça peut dégrader le reste, on prend ce parti pris-là, on prend le risque. Dans certains cas, en l'occurrence, on a eu la chance que ça se passe bien, mais dans certains cas, ça peut mal se passer. Donc c'est de l'analyse de risque, de la cartographie des risques. La deuxième action, voilà, on en vient à ce que vous pouvez faire. Et dans une refonte, souvent, le principal problème qu'on rencontre, c'est des problématiques de cadrage. Des problématiques de cadrage projet, de la gestion de projet. Donc voilà, on sort un peu du SEO pour le coup. Et notamment la notion de réalisme dans le rétroplanning et dans les rôles. Déjà, en termes de démarrage, comme je vous le disais juste avant, selon le moment où vous en êtes et l'étape, on va dire, où vous en êtes dans votre projet de refonte, l'intervention du SEO va être plus ou moins utile ou plus ou moins déjà perdue finalement. On est toujours en capacité de revenir en arrière sur certains aspects pour les corriger et pour repartir sur un projet qui fonctionne, mais ça impose une condition, c'est la capacité au renoncement. Décider, c'est renoncer, comme dirait mon estimé collègue Guillaume, petite dédicace. Renoncer, ça veut dire renoncer à une date de sortie de site. Et parfois, les dates de sortie de site sont prévues très longtemps en avance. J'ai rencontré, moi, personnellement, des gens en janvier qui veulent sortir leur site en mars. Je leur dis, si vous voulez faire un site avec de la réussite SEO et même fonctionnel, très honnêtement, je ne vois pas comment ça peut passer. Maintenant, on est en mars, le site est sorti, la moitié des contenus ne sont pas contribués. Bon, très bien, parti pris, pourquoi pas. Maintenant, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est quelque part comment on évite ça. Donc, le renoncement, et ça commence finalement dès le démarrage. Donc, moi, je vous invite à organiser, quand vous avez un projet comme ça, déjà à structurer ce que je vous montrais juste avant sur la cartographie, et puis derrière, à mettre en place un kick-off qui soit efficace. Un kick-off, une réunion de démarrage, c'est pas juste une réunion pour se présenter. Ça doit être préparé en amont, chacun doit venir avec des éléments, chacun doit avoir travaillé un minimum. La cartographie SEO dont je vous parlais juste avant, idéalement, on arrive avec pendant le kick-off. L'agence technique arrive avec un plan, arrive avec un certain nombre d'éléments, autant que possible. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de cadrer tout un ensemble de choses qui vont avoir des impacts par la suite. Donc évidemment, il faut que tous les intervenants du projet soient présents et il faut que tout de suite on sache se dire si les éléments sont réalistes et rationnels. Et ça, c'est un vrai combat. Donc c'est à vous, en tant que décideur, de cadrer ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'intervenants qui arrivent. Il y a l'agence SEO, dans le meilleur des cas, quand on est arrivé au bon moment. Il y a l'agence de créa ou de communication potentiellement. Il y a l'agence technique. Et il y a les collaborateurs internes. Et les collaborateurs internes, selon les différents services qui vont être impliqués, pareil, ils peuvent avoir des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes que vous. L'équipe commerciale ne va pas forcément avoir les mêmes objectifs que l'équipe marketing ou que l'équipe com. Et vous, votre rôle en tant que décideur et de pilote de ce projet de refonte, ça va être de garder le cap. Et pour nous, en tant qu'agence SEO, le cap, c'est la performance. Et la performance, c'est la capacité à garder un existant et à avoir un site qui soit en mesure d'aller plus loin par la suite. Donc la gouvernance du projet, c'est vraiment essentiel. Je vous mets une petite visualisation du process de méthodologie de refonte tel que nous, on le propose, avec des étapes de validation, de chaque étape sur les spécifications fonctionnelles, les maquettes, les développements, etc. Avec les différents rôles.
On va le voir par la suite, puisque je vais vous présenter les éléments les plus critiques, que ce cadrage de rôle est vraiment particulièrement important. Ça veut dire aussi qu'on ne doit pas arriver post-validation. Ça veut dire que quand l'agence SEO intervient, on doit toujours pouvoir avoir le droit, quelque part, de revenir en arrière sur certains aspects qui ne respectent pas les guidelines de Google ou les stratégies qu'on met en place. Alors, l'élément sur lequel je veux particulièrement insister aujourd'hui, c'est sur la notion de clarté dans les spécifications fonctionnelles. Alors, les spécifications fonctionnelles, c'est un document qui est un petit peu en voie de disparition, mais que je conseille toujours, parce que généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que sur un projet de refonte, vous avez un cahier des charges qui a été fait en amont. Vous allez avoir un choix de prestataire qui est basé sur un cahier des charges. Alors, le cahier des charges, tout le monde n'est pas en mesure de le faire chez l'annonceur. Tout le monde n'est pas en mesure d'être aussi précis que ce dont on a besoin derrière pour produire un site et un SEO efficace. Et c'est bien normal. Donc, normalement, on doit arriver avec l'agence web avec des spécifications fonctionnelles qui vont décrire toutes les fonctionnalités du site dans le détail pour savoir s'il y aura un moteur de recherche interne, si ce sera une configuration standard, s'il y aura des développements spécifiques. Et pour l'agence SEO, ce sont des points d'alerte, des points de contrôle. Donc nous, en gros, on a un rôle de leveur d'alerte pour vous dire, attention, si vous mettez en place tel ou tel élément, il faut le faire de telle ou telle manière, sinon les enjeux peuvent être à tel endroit. Donc en gros, ça veut dire que pendant la période de décision sur l'agence technique, nous, on est dans une zone d'incertitude sur laquelle on peut avoir assez peu d'impact. Et par la suite, finalement, on a une fenêtre de détection des anomalies SEO qui va se réduire petit à petit dans le temps, comme je le montrais juste avant sur la notion de démarrage projet. Donc on doit s'assurer d'intervenir au bon moment et d'avoir une visibilité sur ces specs fonctionnels avant qu'elles soient finalisées et validées. De même pour les maquettes ou wireframe ou zoning ou peu importe. Et du coup, quand on en arrive à la version de pré-prod, généralement, en fait, tout est déjà cadré et on n'est que sur du contrôle si tout va bien, on n'est que sur de la recette. Sauf que ce qui se passe souvent, c'est que on nous donne le cahier des charges, plus de nouvelles et version de pré-prod. Quand on vous dit qu'à ce stade-là, les développeurs ne nous aiment pas trop parce qu'on vient leur dire de refaire le boulot, donc c'est pas super. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment avoir cette logique de... c'est pas un prestataire que vous cherchez, c'est un partenaire qui va vous accompagner dans le succès. Donc, les specs fonctionnels, voilà, nous, on a besoin toujours de temps, on a besoin d'une validation écrite, on a besoin de s'assurer qu'on est en mesure d'apporter un avis consultatif. Alors, qu'est-ce qu'on va détecter? Parce que là, ça vous paraît peut-être un peu flou. Qu'est-ce qu'on va détecter grâce à des specs fonctionnels et ou des maquettes? Eh ben, on va détecter tout ce qui peut générer de la duplication de contenu, tout ce qu'on va vouloir mettre en place comme fonctionnalité dans le back-office, tout ce qu'on va vouloir cadrer au niveau du cycle de vie des pages. Je vais vous détailler un peu tout ça. La duplication de contenu, c'est le cancer des sites web en SEO aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive quasiment tout le temps. Et on va prendre l'exemple des navigations à facettes, tout ce qui sert au filtrage des produits, filtrage des contenus, etc. Donc dans le filtrage, par exemple, là, chaussures hommes, taille 41, taille 42, c'est basé sur un filtrage de marque et de taille. Vous voyez qu'entre les deux URL, on n'a aucune différence à part un chiffre. Et ça va être multiplié par X URL, 10, 100, 20, 1000, etc. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que toutes les combinaisons de facettes vont potentiellement générer des URL très similaires. Donc nous, notre objectif, ça va être de cadrer, de lister l'intégralité des attributs qui vont être utilisés pour ces facettes, et de s'assurer qu'on bloque à l'indexation de Google ou au crawl de Google tout ce qu'on souhaite et qu'on laisse Google ne voir que ce qui nous intéresse. Alors là, c'est un exemple e-commerce, mais attention, ça ne concerne pas que le e-commerce, les facettes. Ce n'est pas toujours aussi avancé, mais quand vous allez sur un site d'immobilier ou de location de vacances, ou tourisme en général, souvent vous avez un outil qui vous permet de choisir par zone géographique ou ce genre de choses. Et souvent, les landing pages qui nous restent d'un point de vue SEO sont uniquement des pages géographiques. On ne va pas avoir souvent sur un site immobilier standard la possibilité d'afficher une page crawlable par Google, indexable par Google, optimisable à la main, jolie sonnerie, qui nous permettent de filtrer, par exemple, sur tous les biens qui ont une terrasse ou tous les biens qui ont 4 chambres ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des landing pages sur lesquelles on peut travailler, mais pour ça, il faut ouvrir exclusivement ce qu'on souhaite. Donc c'est du contrôle de crawl et du contrôle d'indexation. Un autre point qu'on peut voir souvent et qui souvent est très peu traité, notamment quand vous avez des agences techniques qui s'occupent en partie du SEO, ils ne vont pas s'occuper de ça en général. Ou en tout cas, ils vont faire une partie, notamment la partie qui est standard CMS, mais ils ne vont pas toujours creuser ce sujet-là. C'est ce que j'appelle le workflow. Le workflow, ça consiste à identifier tous les schémas dynamiques qui existent sur un site web et qui lui permettent de vivre un petit peu tout seul. Donc en gros, le fameux schéma, qu'est-ce qui se passe si
je modifie ou je supprime ou je déplace quelque chose. On va prendre des exemples concrets encore une fois. Sur les impacts, on se base sur une intention de l'utilisateur qui va être de rechercher sur Google, qui va voir une réponse sur Google qui va être finalement un peu votre vrai homepage SEO, et il va arriver sur une page. Il doit y avoir une corrélation, finalement, une logique entre ces trois éléments. Et là où on perd la logique, c'est quand on arrive sur des pages 404, des pages de résultats de recherche, de moteurs de recherche interne à 0 résultat. C'est des choses qu'on voit très souvent aussi dans les annonces Google Ads ou alors Google Shopping. Des pages cul-de-sac, des pages sur lesquelles on propose aucune solution à l'internaute, ou alors des fausses promesses, des prix qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont affichés dans Google ou dans Google Shopping. Alors après, en termes de solutions, on peut imaginer plein de choses, des dispositifs qui permettent de recevoir une alerte quand le produit est à nouveau disponible. On peut mettre en place des systèmes qui redirigent automatiquement dès qu'il y a 0 résultat sur un moteur de recherche. On peut choisir d'élargir la recherche, de se dire je cherche une maison ou un appartement à Paris 9e, mais si la règle va être dans le workflow, mais si 0 résultat, alors on élargit la recherche de 5 km. Ça, c'est des dispositifs techniques et automatisés que vous pouvez prévoir et mettre en place, mais qu'il faut penser en amont. Sinon, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que ça doit être dans les specs fonctionnels dès le départ. Pareil, après, on peut travailler sur le contenu, on peut renvoyer sur du guide d'achat, si on n'a pas exactement les produits, on peut proposer des recherches associées. Il y a tout un ensemble de choses en fait, sur lesquelles on peut avoir une reco ou une application concrète. Et puis ça veut dire aussi que derrière, il faut prévoir comment ça va fonctionner, c'est-à-dire qui va faire quoi par la suite vis-à-vis du SEO en termes de travail. Qu'est-ce qu'on met dans le back-office ou qu'est-ce qu'on design directement dans l'architecture technique. Voilà, le truc le plus bateau, c'est les optimisations, title, métadescription. Donc ça, c'est un screenshot de WordPress, par exemple, où vous allez pouvoir utiliser des variables, vous allez pouvoir potentiellement définir qu'on reprend automatiquement le titre de page et un extrait qu'on a rempli par ailleurs dans le contenu. Donc ça, c'est la partie dynamique. Par contre, la partie dynamique, elle doit toujours pouvoir faire l'objet d'un override manuel pour pouvoir écraser le dynamique et remplacer par quelque chose de bien spécifique qu'on a voulu mettre en place pour les cas où le dynamique ne marche pas. Je fais un petit aparté sur un exemple que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur le site de Leclerc. S'ils m'entendent, petite dédicace. Leclerc, ils avaient des pages sur des pages qui étaient des homepages de grandes catégories, donc maison, enfance, etc. Maison, enfant, c'était. Et ils avaient une optimisation dynamique qui était au meilleur prix chez Leclerc, mais avec la reprise de la page en dynamique. Donc ça faisait maison au meilleur prix chez Leclerc et enfant au meilleur prix chez Leclerc. Bon, moi je leur ai dit, c'est pas top, mais après... Voilà. Donc le dynamique c'est bien, il faut le prévoir parce qu'il faut s'assurer qu'on ait des balises title dans toutes les pages, mais quand vous avez enfant au meilleur prix dans Google, c'est pas super pour l'image de marque. Alors après, j'anticipe pareil quelques questions que vous pourriez avoir sur les CMS, sur les systèmes, sur les frameworks ou des choses comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur un CMS ou un développement sur mesure? Je ne vous répondrai pas aujourd'hui. Pour le coup, on a une conférence de mon collègue Adrien Parti qui existe déjà en ligne et que je vous invite à regarder si vous vous posez cette question-là. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce qui va compter, c'est la maîtrise des enjeux et la maîtrise des technos qui vont être utilisés. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des développeurs, ou si des développeurs que vous utilisez ne sont pas capables de maîtriser cette techno-là, de l'upgrader tant qu'à faire et d'être en mesure de vivre avec les différentes évolutions qu'il va y avoir et les monter en version, ça va dans tous les cas être compliqué, que ce soit du sur-mesure ou du CMS. Vous allez accumuler de la dette technique et potentiellement vous allez forcément finir par avoir des problèmes. Donc le cœur du sujet, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez faire. Il n'y a aucune solution qui est parfaite en fait pour le SEO. Donc qu'est-ce que vous allez vouloir faire déjà d'un point de vue fonctionnel et jusqu'où vous êtes capable d'aller d'un point de vue SEO en termes de fonctionnalité ou de personnalisation. Donc après, chaque cas est différent, mais voilà, j'ai pas de parti pris à vous donner aujourd'hui, même si on a souvent une meilleure flexibilité sur les développements qui sont faits réellement par les développeurs qui bossent dessus. Mais bon, après, ça c'est un avis personnel. Et puis, dernière chose qu'on va voir dans les specs fonctionnels quand elles contiennent des maquettes, c'est les notions de balisage. Donc, tout simplement, on a un rendu visuel qui est associé au spec fonctionnel, donc on voit. Et quand on voit, on peut commenter. Et quand on peut commenter, on peut faire des recommandations. Donc, on va vous dire que sur toutes les pages qui listent les montres Rolex, on va mettre en place un title de telle forme, une métadescription qui reprend tel ou tel élément en statique ou en dynamique. On va avoir une personnalisation du H1 où on va reprendre, par exemple, le nombre de produits disponibles dynamiquement.
On va pouvoir l'enrichir du coup, on va faire pareil sur les H2, H3 s'il y a besoin, on va rajouter la mise en place d'un attribut alt qui va reprendre le nom de l'image potentiellement, ou le nom du produit. On va baliser en microdata pour obtenir les fameuses étoiles dans Google ou autres éléments qui permettent d'augmenter ce qu'on appelle le reach SEO, c'est-à-dire la capacité à générer de la visibilité sur Google de manière plus accrue. Et puis après des éléments comme la pagination ou les navigations à facettes dont je parlais juste avant. Parfois ce n'est pas dans les spécifications parce que c'est du standard CMS et pour autant on va quand même avoir de la reco à faire. Donc c'est pas parce que c'est standard que c'est bien. Et puis évidemment pensez mobile first, mais ça je pense que vous le savez tous. La quatrième action, c'est une action qui est critique. C'est peut-être la number one, c'est peut-être celle que vous devez retenir, c'est comment on va gérer ces futures redirections. Alors ça, c'est pareil, hein, ça a l'air simple comme ça, les redirections, c'est page A vers page B, donc généralement, on le traite un petit peu au cul du camion, si vous me passez l'expression. Et pourtant, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air d'un point de vue SEO, parce que les redirections, il y a 3 étapes finalement. Il y a l'étape de collecte, il y a l'étape de redirection, et puis il y a l'étape de test. Et souvent, l'étape de collecte, déjà, elle est mal faite. C'est-à-dire que cette fameuse cartographie dont je vous parlais au départ, c'est un préalable à cette action de collecte, puisque les URL, on ne va pas les retrouver que dans le crawl, en fait. On va crawler un site, évidemment, mais on va également aller les chercher dans votre analytics, on va les chercher dans votre Search Console, on va les chercher dans différents outils tiers qui vont nous permettre de détecter tout un ensemble de choses. Potentiellement, on va utiliser les logs serveurs aussi pour voir s'il n'y a pas des URL qui ne sont plus forcément accessibles, mais qui prennent des hits à un moment donné, soit par Google, soit par un internaute. On va potentiellement récupérer les anciennes redirections également, quand il y a eu des refontes préalables. Donc en gros, toute cette collecte-là, il n'y a vraiment qu'un expert SEO qui est en mesure de le faire pour le coup. En tout cas, de le faire de manière exhaustive. Et plus le site est gros, plus c'est vrai, plus c'est complexe. Donc cette collecte, ce tri et cette séparation entre ce qui relève de l'URL statique et de l'URL dynamique, eh ben, c'est mine de rien assez complexe. Donc ça prend du temps, donc ça veut dire que ça doit être anticipé et ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en dernière minute et sur lesquels on peut avoir une réactivité de 24 ou 48 heures comme on nous le demande parfois, et ce qui peut parfois générer des incompréhensions. Mais en fait ça c'est tout simple. Si vous avez fait un bon kick-off avec des vrais échanges constructifs avec l'agence technique, bah, tout est déjà cadré. Ça veut dire que les correspondances possibles en base de données entre les anciens produits et les nouveaux produits, vous savez que ce sera possible ou pas. Vous avez mis en place les mécanismes ou pas, et l'agence technique a déjà prévu de développer des scripts spécifiques ou d'utiliser tel ou tel module pour faire les redirections. Nous, normalement, en tant qu'agence SEO, on arrive pour vous faire un livrable de collecte des URL existantes, on vous le fournit, on vous demande de l'aide quand il y a des choix stratégiques à faire. L'URL A disparaît, vers quoi je la redirige, monsieur, bah, dites-moi. Et on échange, on construit ça ensemble, et derrière, la mise en place technique se fait par l'agence, soit via un module, via un script. Donc ça veut dire que derrière, on a juste normalement à s'assurer via des tests d'en-tête que ça fonctionne bien, qu'on est bien sur des redirections de 301 et pas autre chose. On surveille les 404, il peut y avoir des outils de pilotage. Hein. Je pense à nos amis de chez redirection.io par exemple qui font un super job avec leur outil de monitoring des 404. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à les contacter. Ils ont vraiment un super outil et très évolutif. Pub gratuite. On a également la nécessité de contrôler les codes de réponse des pages de destination des redirections. Je redirige A vers B, mais est-ce que B n'est pas une page d'erreur? C'est tout bête, mais il faut y penser, parce que ça arrive. Donc voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas se permettre d'être en gestion last minute, en mode on a fini le site, faites votre SEO, on sort demain. Ça, c'est pas possible. Donc en gros, nous, on va bloquer systématiquement, on va mettre des alertes, on va mettre des warnings, on dit si toutes les redirections ne sont pas correctement mises en place, on ne peut pas sortir, c'est no-go. Après, à vos risques et périls, mais on évite le passage en production. Alors, petite question pour ceux qui se la posent, combien de temps on doit garder les redirections en place une fois qu'on a sorti la refonte? Est-ce que quelqu'un sait? Forever. Donc, toujours. Pourquoi? Parce que Google va régulièrement recrawler son index, parce que parfois vous pouvez avoir des liens externes qui existent à droite ou à gauche et qui potentiellement peuvent faire que Google recrawl ces pages-là. Donc, eh ben, on est un peu destiné à vivre avec. Donc ça veut dire que quand vous engagez une refonte, si vous avez la possibilité, si vous avez la possibilité de conserver les URL telles qu'elles sont et de ne pas les changer, je vous invite à le faire. Question? Et ouais,
et c'est pour ça que souvent on évite de le faire dans le htaccess pour éviter de dégrader les perfs et qu'il faut développer un script en fait, c'est ça le truc. Hein. Et ça, c'est un problème, ça, effectivement. Mais, bah oui, c'est sûr. Mais c'est que le SEO, c'est un monde de compromis. Hein. Je veux dire, si tu n'as pas accès à ton serveur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr, hein, c'est des vraies problématiques sur lesquelles nous, en fait, on est systématiquement, en tant que SEO, dans le compromis et la dégradation de la reco. Donc oui, si tu peux pas A parce que A c'est parfait, que tu peux que B, bah, on fera que B. Par contre, il faut savoir dans quelle mesure ça peut dégrader. Donc ça veut dire aussi que si tu décides à un moment donné de supprimer des redirections, bah, tu fais une étude de risque, hein, tu fais une cartographie, voilà les URL que ça concerne. Est-ce qu'elles ont des liens internes? Est-ce que ça apporte quelque chose aujourd'hui ou pas? Et puis après, bah, tu fais des choix, quoi. Mais oui, c'est sûr, je suis bien d'accord. Le dernier point pour aujourd'hui, il y aura peut-être un bonus si on a le temps, c'est sur la partie contenu. Alors sur la partie contenu, je ne vais pas vous faire une conf éditoriale, il y a ma collègue Sylvie Cochet qui le fera très bien plus tard, demain je crois. Non, cet après-midi? Non, demain. Merci. Moi, je vais parler de l'écran de ce contenu-là, c'est-à-dire comment on fait en sorte de pouvoir se permettre d'avoir un contenu efficace et diversifié. Alors déjà, si on repart de la logique d'intention utilisateur, il faut savoir que les internautes ont différentes intentions. Donc voilà, ils vont rechercher de différentes manières, selon le contexte, selon le moment. Ils vont vouloir comparer un produit, l'acheter pas cher. Ils vont vouloir savoir où l'acheter, s'informer sur les différents magasins. Ils vont vouloir potentiellement faire la réparation eux-mêmes. Bref, tout un ensemble d'intentions qui vont découler sur des SERP. La SERP, c'est la page de résultats de recherche, la page de Google. Et cette SERP, aujourd'hui, elle est hyper mobile, volatile, multiple. Elle change au quotidien. Donc, on se doit de faire un vrai monitoring de cette SERP pour s'assurer, finalement, qu'on met en place les stratégies de contenu qui sont adaptées. Donc, nous, on fait ce qu'on appelle de la SERPologie, de l'analyse du reach, de l'analyse de l'audience SEO qu'on peut capter sur les différents blocs que Google nous propose via Data Garden, et on fait de la détection d'opportunités. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on va être amené à recommander la mise en place de tel ou tel type de page, tel ou tel bloc de contenu, telle ou telle typologie de contenu qui ne va pas forcément être que du texte, ça peut être de l'infographie, ça peut être un livre blanc, ça peut être plein de choses. Et en fait, si on n'a pas une flexibilité au niveau du développement des templates qui nous permet de tester des choses, et bien tout simplement, on est un peu coincé. Donc là, ça a l'air moche comme ça, mais ça, c'est une analyse que j'ai... Oui, c'est moche, madame, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une analyse que j'ai faite pour un client qui me demandait comment on fait pour ranker aujourd'hui sur clôture ou grillage, je ne sais plus. Et je lui ai pris juste les 3 premiers résultats sur Google sur le mot-clé qu'elle voulait. Et je lui ai dit, voilà, les pages qui sont première, deuxième et troisième, c'est celle-là. Donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le bloc de contenu, il y a les backlinks, il y a l'antériorité du site et tous les critères SEO. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que ces sites-là, ils ont fait une démarche d'apporter de la sémantique à Google pour qu'ils comprennent la teneur de ce qui est proposé. Donc il y a du guide d'achat qui est proposé, il y a du maillage interne, il y a de la grappe de contenu, il y a des blocs à gauche, il y a des blocs en haut, il y a des blocs en bas, et si vous ne pouvez pas toucher à votre template parce qu'il est figé dans la colle, eh ben, vous serez un peu coincé à un moment donné. Donc le maître mot de tout ça, c'est la flexibilité en fait. Pourquoi? Pour pouvoir démontrer votre expertise. Je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois de la partie éditoriale, mais l'enjeu aujourd'hui en SEO, c'est comment vous montrez votre expertise à vos cibles, à vos prospects en ligne. J'aime bien prendre cet exemple-là de l'argumentaire commercial. Si vous vendez des vérandas et que vous avez un client qui vient dans votre showroom voir vos vérandas, et qui pense que les vérandas en bois, c'est mieux que les vérandas en alu, alors que vous ne faites que des vérandas en alu, vous allez lui déployer un argumentaire commercial. Et ça, en ligne, souvent, vous ne le faites pas. Et si vous ne le faites pas, il y a d'autres personnes qui le feront pour vous, et généralement, c'est des agrégateurs de contenu. C'est comme ça que TripAdvisor a mangé tout le tourisme, c'est comme ça que Google a mangé TripAdvisor, etc., etc. Mais au final, l'agrégation de contenu et l'agrégation d'informations, l'exhaustivité du traitement d'une thématique, c'est ça qui fonctionne aujourd'hui pour Google, parce que Google, c'est un glouton d'informations qui va privilégier ceux qui leur en donnent le plus. Allez, un petit plus bonus, on a le temps, chef, c'est bon? Allez, petit bonus, le sixième conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de corriger les erreurs du passé. Donc ça peut compenser le problème de monsieur potentiellement sur les redirections. C'est le fait de se dire, ok, peut-être qu'il y a eu d'autres refontes auparavant ou des changements sur mon site. Et là, on va retourner dans l'analyse de données. Alors, avant de vous parler de l'analyse de données, je vais vous expliquer quand même juste vite fait ce que c'est que le link juice, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le netlinking, c'est le fait d'avoir des sites, comme celui-là, qui vont réaliser des contenus dans lesquels ils vont parler de perceuses visseuses, et qui vont faire un lien vers, en l'occurrence, le site de Castorama, sur telle page.
Et on voit que quand on tape derrière perceuse visseuse dans Google, la page concernée remonte sur ce mot-clé-là. C'est un fonctionnement, c'est une présentation du netlinking la plus basique possible et la plus simpliste possible. Il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que c'est plutôt clair pour essayer de comprendre comment ça fonctionne derrière. Ça, c'est un peu le cœur du réacteur de Google, hein, la base de leur algo. Donc ça veut dire qu'on doit obtenir des liens externes comme ça et que c'est précieux. Pourquoi ? Parce que ça apporte ce qu'on appelle du link juice, c'est-à-dire de la puissance finalement, de la capacité à se positionner derrière. Je crois qu'il y a des confs sur le sujet du netlinking si ça vous intéresse. Donc, nous, notre enjeu pendant la refonte, c'est de conserver ce link juice, c'est de ne pas le gaspiller. Comment on évite de le gaspiller ? Par des analyses de données, encore une fois. On a des données de crawl qui nous permettent de connaître les URL de notre site et les répartitions. On va aller chercher tous les liens externes qui pointent d'autres sites vers le nôtre, et on va faire matcher ça avec les données on-page, comme les entêtes de réponse, les codes de réponse des entêtes, pardon. Donc, toutes les pages 404 ou erreur 500 ou même 301 qui reçoivent du lien externe, potentiellement on peut corriger ça et on peut essayer de faire de l'argent facile finalement. Parce que c'est pas très compliqué à réparer. Voilà, pour finir, j'aime bien c'est un peu de la philosophie Alan Nelson facile, mais je pense que c'est important qu'on vous partage ce genre d'éléments parce que nous, en fait, des échecs, on en voit très souvent, on en constate très souvent, notamment chez nos prospects. On en voit aussi malheureusement parmi nos clients quand ils ne nous écoutent pas suffisamment ou que le cadrage n'est pas suffisamment propre. Donc on essaye un petit peu de vous donner des retours d'expérience. Je vous donne mon pire fail. Allez, je suis sympa parce que c'est toujours un peu douloureux pour moi, même 10 ans après. Un jour, j'ai suivi une refonte sur laquelle on était sur une logique internationale. Je n'ai pas eu de spécification technique ou fonctionnelle. Je n'avais pas une information critique qui était on va détecter les IP des internautes et rediriger tous les internautes anglophones vers la version anglaise. Voilà. Spécification technique, hein. Si je l'avais su, j'aurais fait une reco, je ne l'ai pas su. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les IP de Google sont arrivés, IP américaine, site anglais, terminé pour la version française, désindexé, plus de site français. Je peux vous dire qu'à la sortie, j'ai transpiré, je me suis fait engueuler comme pas permis, mais c'était la faute de tout le monde et de personne à la fois. C'est juste qu'il y avait eu un mauvais cadrage, en fait. C'est juste que le décideur n'a pas suffisamment mis les joueurs autour de la table. Il s'est dit ça va être confiance pour tout le monde. Moi, j'y suis allé la fleur au fusil parce que voilà, j'étais jeune et fougueux. Et puis l'agence technique s'en foutait royalement. Donc, du coup, pour eux, tant pis pour eux. Donc, ça a fait mal à tout le monde au final, et notamment aux clients. Donc, faites gaffe à ça. Encore une fois, les refontes, ce sont vraiment des moments critiques. Je vous laisse mon petit wall of shame des pires trucs que je peux entendre au quotidien sur les refontes. Je ne vais même pas les lire parce que ça me fait trop mal de les lire. Je vous laisse constater ce qui peut nous arriver au quotidien. Mais voilà, la gestion last minute, le manque de considération, le manque de priorisation des enjeux SEO. Alors c'est sûr, hein, avoir une belle charte, c'est important. Contribuer les contenus, c'est important. Mais la performance in fine, ce sur quoi vous allez être jugé, c'est le fait que votre nouveau site soit capable de performer. Donc, essentiel. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, on a un stand que je pense vous ne pouvez pas louper. Vous avez des petits magazines super sympas, More Traffic, More Business, des livres blancs sur la refonte, comment la réussir, comment la rater. Et on a une session de webinaire sur laquelle je refais la même conférence en webinaire, cette fois sans vous, je suis un peu triste, mais on fera sans, que je vous invite à consulter. Et vous pouvez nous contacter, bien entendu. Je vous laisse les takeaways. Merci.